Coucou, c'est Tutora. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit cours sur la santé publique. Intéressons-nous tout d'abord aux définitions de la santé. Tout d'abord, on peut voir le point de vue de la médecine. C'est l'absence de maladie, d'infirmité. C'est une définition qui est négative et relève du domaine biomédical. La santé du point de vue de l'OMS, qui est l'institution spécialisée pour la santé de l'ONU et son siège est à Genève, décrira la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité, cette fois-ci est une définition de santé positive, multidimensionnelle, statique, normative, c'est-à-dire même critère de santé pour chaque individu. L'RH dira que la santé est la vie dans le silence des organes. On peut s'intéresser, pour finir, à deux définitions qui sont beaucoup plus positives et beaucoup plus dynamiques. C'est la définition de Dubos qui parlera de la capacité à interagir avec son environnement. Illich, quant à lui, dira que la santé est la capacité de s'affirmer face au milieu ou de prendre la responsabilité de sa transformation. On peut donc bien voir qu'il existe plusieurs santés. La santé comme absence de maladie, comme un capital de santé, comme un état idéal et comme un équilibre, un mode de relation avec le milieu. La vie est une maladie sexuellement transmissible, chronique et inéluctablement mortelle. En SHS, vous aurez quelques cours sur le handicap. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Cette classification revêt trois éléments en interaction centrés sur le fonctionnement de l'individu. On a donc trois formes de handicap. Tout d'abord, on peut s'intéresser aux fonctions et aux structures. Ce sont les fonctions physiologiques qui incluent les fonctions psychologiques et mentales, et les structures. On rappelle qu'une structure est une partie anatomique du corps, organe ou membre. Le déficit, donc ce sera le du handicap, ce sera la déficiente, c'est-à-dire altération des fonctions et des structures. On peut s'intéresser aussi à l'activité, c'est-à-dire l'exécution d'une tâche, d'une action par un individu. C'est une perception individuelle. Dans ce cas, la forme de handicap sera l'incapacité, soit la limitation des activités. Et enfin, on pourra parler de la participation. C'est l'implication dans les situations de vie. C'est une perception sociale, institutionnelle. Dans ce cas, on aura un désavantage avec une restriction de la participation. Un indicateur de santé est un agrégat de données résultant d'observations faites à l'échelle d'unités statiques, le plus souvent l'individu, qui permet d'apprécier l'état de santé ou la distribution des déterminants dans une population. Le recueil de l'information se fait au niveau de l'individu, soit sous forme de qualité, c'est une variable catégorielle. L'agrégat de ces données mène au calcul d'une proportion, d'un pourcentage, un indice ou un taux, soit sous forme de quantité, c'est une variable qui sera quantitative, discrète ou continue. Cette fois-ci, l'agrégat de données mène au calcul d'une moyenne, d'une médiane ou d'un mode. En effet, pour calculer un indicateur de santé, on peut soit utiliser la proportion. Ici, le dénominateur inclut le numérateur. Elle s'exprime en chiffres à décimales entre 0 et 1 ou alors en pourcentage et elle est sans unité. Le ratio est le rapport des effectifs des deux modalités d'une même variable. Ici, le dénominateur exclut le numérateur, il est sans unité. L'indice est le rapport des effectifs entre deux ensembles de nature différente, notamment utilisés en économie de la santé. Le taux est la mesure dynamique et concept de personnes temps exposées. Et enfin, la nature d'un indicateur de santé peut aussi être calculée à l'aide d'une moyenne. Il faut savoir qu'un indicateur de santé peut être brut. Dans ce cas, on décrit un phénomène global dans une population, sans aucune distinction de caractéristiques des individus. Il peut être aussi spécifique. L'indicateur décrit alors un phénomène dans une population en fonction d'une caractéristique des sujets. L'indicateur de santé peut être simple ou composite. Il peut être standardisé ou pas. Il va falloir faire la différence entre la mesure par incidence, qui est un film, et la mesure par prévalence, qui sera une photographie. En effet, la mesure par incidence représente le nombre de nouveaux cas d'une maladie apparus au sein d'une population et durant une période donnée. C'est une approche longitudinale avec un suivi au cours du temps et une détection des maladies éventuelles. Elle se présente sous la forme d'un nombre de cas incidents et d'un taux d'incidence. Il faut savoir que le taux d'incidence est le calcul du taux instantané. Ceci est compte tenu de la durée de la participation de chaque individu, parfois appelée la densité d'incidence. En fait, pour calculer l'incidence, ce sera le nombre de nouveaux cas survenus au cours d'une période T dans une population donnée sur le nombre de personnes exposées au risque d'avoir la maladie. Le calcul nécessite une définition précise et standardisée des cas, une connaissance précise de la population exposée et la connaissance de la durée pendant laquelle le recueil des nouveaux cas a été effectué. Il faut savoir que le taux d'incidence
permettra une mesure dynamique des flux de maladie. Tandis que la mesure par prévalence, dont on n'aura pas de suivi au cours du temps, cette fois-ci c'est le nombre de cas total à un moment donné sur l'effectif de la population à risque au même moment. Elle se présente sous la forme d'un nombre ou d'une proportion et elle est idéale pour mesurer les pathologies chroniques, permet d'estimer les besoins sanitaires. Il est important de connaître les différentes qualités attendues d'un indicateur. Tout d'abord la validité, il mesure effectivement ce qu'il est censé mesurer. La fiabilité, il est précis et reproductible. Il donne le même résultat si l'état de santé est le même. La sensibilité au changement, si l'état de santé varie, il répercute cette variation. La spécificité, il ne varie que si l'état de santé change. Et enfin la commodité, il est facile à restituer et à comprendre. Intéressons-nous maintenant aux déterminants de l'état de santé. Tout d'abord les facteurs de risque. Ils sont utilisés en épidémiologie. C'est une association statistique avec un risque de survenue de maladie et le facteur sera causal ou pas. Un déterminant est utilisé en santé publique. Le facteur d'exposition associé de manière causale dans la production et la santé, et il sera utilisé pour agir sur la santé d'une population. Tout d'abord, il faudra faire une définition analytique, c'est-à-dire c'est un facteur impliqué dans le mécanisme causal d'un état de santé. La définition déterministe est un facteur causal associé à un état de santé dont le niveau et la nature permettent de faire des choix éclairés d'intervention préventive visant à améliorer la santé. On pourra aussi définir la mesure et déterminant, c'est-à-dire la mesure d'un niveau déterminant, qui c'est la puissance du déterminant, à l'échelle individuelle, mesure d'une variable, ou à l'échelle de la population, mesure d'un indicateur, qui sera résumé de l'action de la variable sur un ensemble d'individus, c'est-à-dire la prévalence. La mesure de l'effet d'un déterminant, à l'échelle individuelle, permettra la mesure d'un score, et à l'échelle de la population, l'association de facteurs de risque et de maladies. Il faut savoir aussi que les déterminants en fait, ont deux finalités. Soit au niveau populationnel, il veut intervenir sur les populations cibles, donc les groupes à risque, et choisir une intervention en choisissant un déterminant, mais aussi au niveau individuel. Ils vont bâtir un score prédictif pour adapter un traitement et surveiller l'évolution d'un état de santé. Le modèle de la LOMB est un concept global de la santé. Elle mènera à la charte d'Ottawa. Les exemples déterminants impliqués dans le modèle global est l'environnement, la biologie, les habitudes, l'organisation des soins. Le modèle d'Advance de 1994 vient pallier le manque de précision du modèle de Lalonde dans la définition de la santé et dans l'association entre déterminants et état de santé. Il repose sur deux principes. Tout d'abord, la santé à 4 dimensions, c'est-à-dire organique, fonctionnelle, perceptuelle et économique, et le niveau d'association déterminant état de santé, qui peut être direct et indirect des différents déterminants, avec l'environnement social, environnement physique, dotation génétique et système de santé, mais aussi indirect des déterminants via la réaction individuelle, comportementale et biologique. Il existe différents types d'addictions, avec produit ou sans produit. Il faut savoir qu'il existe 3 classifications, tout d'abord selon les effets, dépresseurs du système nerveux central, stimulants ou perturbateurs hallucinogènes, selon le statut, légal, illégal ou prescrit, et selon la dangerosité, c'est le cas du rapport de Rauch de 1998. Les addictions peuvent entraîner une dépendance physique, soit très faible, c'est le cas du MDA, soit faible, psychostimulant cannabinoïde cocaïne, moyenne benzodiazépine, forte le tabac et très forte l'alcool et l'héroïne. Elle peut aussi entraîner une dépendance psychique, faible cannabinoïde, moyenne psychostimulant, forte benzodiazépine cocaïne et très forte le tabac, l'alcool et l'héroïne. Enfin, il faut savoir aussi qu'on peut entraîner une neurotoxicité. C'est le cas des benzodiazépines, cannabinoïdes et tabac ou qui ne sont pas neurotoxiques. Ils peuvent entraîner une faible neurotoxicité, c'est le cas de l'héroïne qui est un opioïde, une forte neurotoxicité, cocaïne, psychostimulant ou alcool, et très forte neurotoxicité pour le MDMA. Voilà, cette courte vidéo touche à sa fin. On vous fait plein de bisous et bon courage pour la suite.